Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Tenez, prenez-le et montez le feuilleté dans votre chambre. Il vous appartient. Je peux pas accepter. Mais pourquoi donc? Parce que c'est trop de cadeaux, Henri. Je suis pas à vendre. En octobre 1990, tout le Québec tombe sous le charme de la jeune institutrice des filles de Caleb. Émilie incarne une femme volontaire, beaucoup plus près des femmes modernes que des jeunes filles traditionnelles du début du siècle. Donalda Laloge, dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut, est apparue à l'écran en 1956 pour la première fois. Émilie Bordelot, dans Les Filles de Caleb, en 1990. Les deux histoires se passent à peu près à la même époque. Les deux femmes ont sensiblement le même âge. Pourtant, 34 ans de questions, de revendications, d'émancipation, de féminisme les séparent. Il n'y a rien d'innocent là-dedans. L'énorme différence entre Donalda l'esclave et Émilie l'intransigeante nous montre très bien comment les téléromans nous aident à marquer des étapes, à faire évoluer les choses. Or, les droits de la femme ont peut-être été le sujet le plus régulièrement traité dans 50 ans de drames télévisés au Québec. La force de porter ta croix. Vendue par son père au terrible Séraphin, Donalda est le prototype de la femme du passé qui se sacrifie pour les autres. Quand je suis capable de la porter, ma croix, je la traînerai. Parce que son père est bonasse et est un être sans grande envergure, disons-le comme ça. Elle est prise finalement dans un étau où, pour le sauver, pour sauver le reste de la famille, elle accepte, elle fait le grand sacrifice. Donalda a été obligée de baisser pavillon à un moment donné, tout simplement, en se disant « il faut que je survive ». Elle était une personne qui survit aux choses difficiles. Qu'elle soit malheureuse en ménage comme Donalda Laloge ou mère comblée comme Joséphine Clouf, les femmes des téléromans des années 50 s'imposent par leur force de caractère et témoignent de la puissance du matriarcat au Québec. Dans les textes de M. Grignon, les femmes sont souvent plus fortes que leur mari. On pense si vous pensez à Théodore Bouchonneau, sa femme était celle qui menait tout et grâce à qui le magasin général fonctionnait. La maîtresse de poste, qui était aussi institutrice, ça fonctionnait très bien. Le matriarcat était très présent dans les personnages de M. Grignon. Il nous a souvent parlé de son père, qui était un personnage très important. Mais j'ai l'impression que sa mère devait l'être, et sa femme était un personnage très imposant aussi. À cette époque, bien peu de femmes remettent en question leur vocation de reine du foyer, entièrement dévouée au bonheur de la famille. Maman! Aussi, les téléspectatrices ne tardent pas à s'identifier à ces femmes traditionnelles, mises en scène dans Le Survenant, 14 rue de Galais, ou encore à Madame Velder et à sa fille Élise. Ce personnage d'Élise était un très joli personnage.
douce, à l'image de beaucoup de jeunes femmes de l'époque, hein. On est dans les années 50. Bon. Elle était sage, Élise. Elle vivait auprès de sa maman, donc qui était la propriétaire de cette pension où on recevait des pensionnaires. Présentée au petit écran à l'automne 1957, la pension Velder raconte les aventures cocasses d'une pension de famille sous la gouverne de Joséphine Velder, une veuve vigoureuse, incarnée par Lucie de Vienne-Blanc. Les pensions de famille, on ne sait plus ce que c'est de nos jours. Ces maisons où la propriétaire ou le propriétaire, pour des besoins d'argent, ouvrait la maison donc à des pensionnaires qui vivaient là véritablement une vie de famille. Il y avait la grande salle à manger où tout le monde se réunissait et chacun avait sa petite histoire. Incarnée par Françoise Fauché, la sage Élise aide sa mère en attendant de se marier. Elle partage ainsi son temps entre les travaux ménagers, les courses, la couture et la lecture. Élise était la jeune fille à peu près idéale, disons. Elle aimait les belles choses, elle aimait la littérature, la poésie. J'ai l'impression que M. Robert Choquette, donc l'auteur, y avait mis tout ce qu'il espérait trouver chez une jeune femme. Une certaine élégance, une certaine façon de se tenir, une façon élégante aussi de s'exprimer. Un peu bon chic, bon genre, qui trouvait son écho dans la société de l'époque. Comme jeune comédienne, j'aurais aimé pouvoir pousser quelques cris de colère, partir dans des grands éclats de rire, faire quelques folies, pleurer à chaudes larmes, me rouler par terre, enfin faire voir que j'avais des tripes. Mais ce n'était pas dans les perspectives de M. Choquette. Et comme je vous dis, ça ressemblait beaucoup aux jeunes filles de l'époque en 50-60. Le téléroman écrit par Robert Choquette a tout de suite du succès. Il faut dire que le public connaissait bien les personnages de la pension Velder qui avaient joué à la radio pendant 15 ans. C'était un petit monsieur menu, joli visage, extrêmement distingué, bien élevé, très vieille France, galant avec les dames, aimant beaucoup les dames d'ailleurs, et il savait leur parler. Son écriture était peut-être un petit peu compassée. Elle était, elle aussi, peut-être un peu d'une autre époque, oui. Mais elle convenait très bien à la pension Velder, justement, qui a été, en fait, sa grande réussite à la télévision, oui. Tous les personnages étaient bien campés, ils étaient colorés, ils avaient leur vie propre. Non, il avait du talent. Mais le monde est en train de changer et la révolte gronde chez plusieurs jeunes filles des années 50. Comme elle, Élise vit des élans d'émancipation et se retrouve bientôt vendeuse à Québec. En fait, un peu plus tôt que prévu. Il faut dire que la sage Élise, ça c'était le personnage dans la vie. J'étais une jeune mariée, bon, normalement constituée, et je suis tombée enceinte. Imaginez la douce Élise, la pure Élise. Alors, il a bien fallu en parler à M. Choquette. Il a donc fallu qu'il change un petit peu son plan de match, si bien que petit à petit, les gros plans se sont ajoutés aux gros plans, de plus en plus gros, et puis il a fallu m'expédier comme vendeuse à Québec. Donc ça a été pour que je puisse accoucher de Sophie. Je me sens porté à être généreux. Hé, ça promet. Qu'est-ce que tu penses, mon père? Je me sens généreux jusqu'à vous offrir en cadeau un de mes côtés. Oh, monsieur Latour! Oh, mais c'est pas si sérieux! Élise ne tarde pas à reprendre son rôle de femme au foyer. Après son mariage, avec un bon parti, elle peut enfin annoncer à son tour la grande nouvelle à ses beaux-parents. Ça paye de faire des cadeaux! Oh, mais vraiment, monsieur Latour! Élise Velder a rencontré Marcel Latour, que je jouais, je venais, moi, d'une famille de nouveaux riches d'Outremont, et ils ont fini par s'épouser, bon, et alors ça a continué comme ça. Et c'est drôle parce que à plusieurs reprises, des gens sont venus me dire
Vous savez, Élise, on l'a tellement aimée que notre fille, on l'a appelée comme ça. Voilà. Alors, disons que c'était un très joli personnage qui plaisait bien, je pense, au public et auquel je suis redevable d'une certaine notoriété. Mais au début des années 60, à la faveur de la modernisation du Québec, plusieurs femmes telles Thérèse Casgrain sur la scène politique, Lise Payette à la radio ou Jeannette Bertrand dans son Courrier du cœur dénoncent de plus en plus ouvertement les contraintes et les restrictions auxquelles les femmes sont soumises. Tu t'aperçois que la vie, c'est très, très court et que c'est un cercle. Et que ce que tu as voulu prouver à la fin, tu le prouves encore. Moi, je suis née dans une famille de garçons où les garçons étaient très, très valorisés. Et moi, j'ai voulu toute ma vie prouver qu'une fille, ça valait quelque chose. Alors, tout ce que j'ai écrit était dans ce but-là. Plusieurs auteurs de téléromans commencent à s'ouvrir aux revendications des femmes. En 1960, dans Fille d'Ève, Louis Morissette, le créateur de Rue des Pignons, n'hésite pas à donner la vedette à des jeunes femmes modernes et indépendantes. Là, il y avait beaucoup de jeunes femmes célibataires qui se débattaient avec leur travail, avec la vie en général. Donc ça prouvait à certaines personnes qu'on pouvait faire autre chose dans la vie que d'être marié et avoir des enfants. Les Filles d'Ève, qui sont au nombre de 4, partagent un appartement dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et vivent leur vie chacune à leur manière. Dans Fille d'Ève, je jouais un mannequin. C'était agréable parce qu'on était un groupe de filles. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Allons, ma petite mésange, courage. Qualifiée de téléroman de la femme d'aujourd'hui, Fille d'Ève ne tarde pas à passionner les téléspectatrices qui partagent les aspirations et les rêves de Diane Châtel, à qui André Lachapelle prête son visage. Tu vas toujours te tirer d'affaire, toi, dans la vie. Tu as oublié d'être bête, malgré ta jolie frémousse. Allez, laisse-moi m'habiller, j'ai un rendez-vous. Beaucoup de femmes m'ont dit après, c'est fantastique parce que vous nous avez donné le goût de vivre des carrières, d'avoir des carrières, et puis je pense que c'était la première fois qu'on voyait des filles s'établir en appartement, vivre ensemble et avoir des carrières, et puis de pas être l'image de la femme à la maison. Ça a rendu les femmes plus autonomes. Je pense aux jeunes femmes qui avaient été élevées avec l'idée de se marier et que sans enfants, on était hors de l'Église puis hors de la loi. Et puis là, tout à coup, ça permet, je pense, à des femmes d'envisager une vie sans nécessairement se marier et puis avoir des enfants. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements ont fait appel aux femmes pour travailler en usine et dans les bureaux afin de soutenir l'effort de guerre. Elles ont répondu en masse à cette sollicitation. Mais entre-temps, elles ont pris goût au travail à l'extérieur, à l'argent, à l'indépendance. Après la guerre, il fallait les renvoyer dans leur domicile pour permettre aux hommes de retrouver leurs emplois. On a alors inventé le concept de la reine du foyer, avec son petit bungalow de banlieue, ses 2 ou 3 chérubins et sa laveuse automatique. Certaines femmes ont résisté à cette propagande du bonheur. Ce sont les doutes, les hésitations, mais aussi la détermination de ces avant-gardistes que Fille d'Ève met en scène. Alors que Radio-Canada annonce la dernière saison de Fille d'Ève, le Journal des vedettes organise une vaste campagne pour empêcher la disparition de la série. Malgré l'appui de 6000 téléspectateurs, Fille d'Ève quitte l'écran en 1964. Petite consolation, les fans sont toutefois invités à suivre la suite des aventures des Filles d'Ève à la radio de CKAC. En 1966, Radio-Canada présente Moi et l'autre. Dans cette comédie de situation signée Gilles Richer, 2 femmes délurées allaient tout bousculer sur leur passage. Les 2 filles de Moi et l'autre, on pouvait en comprendre qu'elles avaient certainement une vie personnelle et tout ça, sans que ce soit annoncé à l'écran. On voyait bien qu'elles avaient une vie peut-être sexuelle. Tiens, Macré, qu'est-ce que tu fais là? Je vais régler ton problème, Denise. Mon jugement est certainement meilleur que le tien. Incarnés par Dominique Michel et Denise Filiatro, Dodo et Denise habitent un chic appartement de l'ouest de la ville, s'habillent avec audace et n'hésitent pas à séduire les hommes. Oui. Tout de suite,
Moi et l'autre pulvérisent les records de code d'écoute à Radio-Canada. Alors, tout ça, ça amenait à une sorte d'émancipation de la femme. Après ça, il y avait les téléromans où la mère de famille était valorisée, mais autrement dit, la personne qui était célibataire n'était pas dévalorisée parce qu'elle n'était pas mère de famille. Ça, je pense que la télévision a contribué à cette acceptation-là des célibataires. Projetait là-dedans des situations. La première série étant écrite dans les années 70 où il y avait encore des féministes radicales très actives, c'est ça. Donc, il visait un peu, j'imagine, une satire de ce type de féministe-là. Dans le fond, tu acceptes très bien que Rémi soit le chef. J'accepte, c'est vite dit. En 1977, dans Jamais 200 toits, Guy Fournier met en scène la première féministe radicale de l'histoire du téléroman. Tu sauras qu'une femme qui consent à coucher avec un chef, c'est une femme qui accepte l'esclavage. Marie-Josée. Incarnée par Micheline Langto, Marie-Josée Lafleur est une femme divorcée qui tient les hommes responsables de presque tous les maux de la terre. Le personnage était pour moi une charge. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vraiment perçu comme un personnage straight. Je le jouais vraiment avec ce que les Anglais disent « tongue in the cheek », avec un sous-entendu. Alors que les années chaudes du féminisme battent leur plein et que les femmes sont de plus en plus nombreuses à réclamer l'égalité totale avec les hommes, Guy Fournier n'hésite pas à plonger au cœur des conflits matrimoniaux, mettant aux prises Francine et Rémi Duval, un couple traditionnel que Marie-Josée s'empresse de contester. Essentiellement, ce personnage-là, sa job dans la série, du moins dans la première série, c'était de faire chier Rémi. C'était vraiment ça. Voilà! Ben, tu peux l'ouvrir, ça ne mord pas. Je sens que tu vas bien t'amuser. Mais le premier personnage à l'origine, c'était un déclencheur de situation, un déclencheur de drame, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais celle par qui le scandale arrivait tout le temps. Plusieurs téléspectatrices s'identifient alors à Francine, l'épouse attachante incarnée par Angèle Coutu, qui veut bien s'émanciper, mais n'ose aller trop loin de peur de mettre en péril son bonheur conjugal. Francine est devenue une espèce de femme relativement sage. D'ailleurs, Angèle Coutu, qui l'a joué, s'en plaignait parce qu'elle aurait aimé. Elle me disait toujours, bien, fais-moi faire des folies. Puis je disais, non, le personnage ne peut pas faire de folie. C'est pas ce genre de personnage. La qualité de Fournier, ben, c'est son humour, j'imagine. C'est un humour très, très, très particulier. Il n'y en a pas... C'est son trademark, hein? C'est sa signature. C'est quelqu'un qui aime les femmes profondément, puis ça paraît. Je pense qu'il faut avoir cet amour-là des femmes pour écrire bien pour les femmes. C'est pas fréquent. Le plus difficile, c'est de respecter le personnage, de respecter les personnages que tu as créés, parce que, et c'est beaucoup le problème des auteurs qui commencent d'oublier le personnage qu'ils ont créé, d'oublier que le personnage est fait et taillé de telle façon et qu'il y a des choses que ce personnage-là ne pourra jamais se permettre. Les coups bas peuvent provoquer une contre-attaque brutale et transformer une querelle raisonnable et fructueuse en une épouvantable bagarre. À force de se faire dire à quel point elle est exploitée et opprimée par Marie-Josée, Francine en vient tout de même à se questionner. Qu'est-ce que tu fais? Je me défoule, si tu veux le savoir. Francine, c'est la photo officielle de l'Association des courtiers. Bien que le personnage de Marie-Josée soit un clin d'œil moqueur de Guy Fournier à la cause féministe, de nombreux téléspectateurs le prennent au pied de la lettre.
Comme je partais du principe que c'était un personnage humoristique, j'ai plutôt puisé là, c'est-à-dire que je le chargeais beaucoup, volontairement, pour qu'on s'aperçoive un peu que c'était pas un personnage qui était sérieux, mais il était pris très au sérieux. Et ça, j'ai sous-estimé l'impact de ce personnage-là sur la conscience du monde, en fait. Même si le féminisme était très en vogue durant les bonnes années de Jamais 200 toits, très peu de femmes exprimaient autant d'arrogance, de mépris que Marie-Josée Lafleur. Toujours montée aux barricades, totalement intolérante, toute griffe dehors, elle pouvait mieux que personne faire enrager Rémy Duval, mettre à vif son côté machiste et parfaitement conservateur. Cette exagération a probablement provoqué une catharsis extraordinaire, plus efficace que tous les discours modérés. Mais Marie-Josée Lafleur paiera très cher cette intransigeance en mettant au monde un monstre, son fils Francis. Un homme qui était la parfaite représentation de ce qu'elle avait abhorré pendant toute sa vie. Moi, je ne l'ai vraiment jamais pris au sérieux, ce personnage-là. J'ai commencé à l'apprendre au sérieux quand Guy lui-même a changé de registre par rapport à l'émission, c'est-à-dire quand il est revenu avec Les Heures, où là, l'émission était moins carrément satirique ou moins comique. Le personnage a pris beaucoup d'ampleur quand il a inventé Mon fils délinquant. Dans la première série, Marie-Josée avait avoué qu'elle avait un garçon. Mais personne n'aurait pu imaginer que ce fils deviendrait Francis, un parfait macho, aussi odieux avec sa mère qu'avec sa femme. J'avais fait, qui était joué par Jean Petitlet, un personnage vraiment irresponsable, vraiment très dur avec sa femme. Tu avais là un personnage qui était une face à flaque, finalement. Mais pour moi, il était fascinant justement à cause de son amoralité, à cause de son peut-être parce qu'il se permettait des choses que j'aurais voulu me permettre puis que je me suis jamais permis, comme de sacrer le camp, d'être totalement irresponsable vis-à-vis sa femme, une chose que moi, j'ai jamais fait. Pour que tu sois sûr que je suis ce que tu penses. Un bum, un maudit pourri, un voyou, un trou de cul! J'ai jamais pensé ça. Mais t'as menti! Par une ironie du sort et de l'auteur Guy Fournier, Marie-Josée Lafleur se retrouve ainsi à avoir engendré le pire type d'homme qui soit et contre lequel elle s'est battue toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Penses-tu que j'aime ça que tu sois comme lui? Arrête, ou ben je te tue! Arrête! C'est là que le côté vrai de Marie-Josée Lafleur est apparu. Paradoxalement, ça a renforcé son aspect féministe radical, c'est-à-dire que j'étais obligé de la jouer beaucoup plus sincère, entre guillemets, dans ses aspects relationnels. Jamais 200 toits, deuxième série, plaît autant sinon plus que 10 ans plus tôt. En décembre 1992, la série remporte 6 prix Gémeaux, dont ceux des meilleurs premiers rôles masculins et féminins, remis à Jean Bestré et Angèle Coutu. En recevant le trophée du meilleur téléroman, la réalisatrice Céline Hallé n'a pu résister à laisser tomber une boutade à saveur féministe. Royal Marcoux, Yves Mathieu, ces gars-là ont travaillé aussi fort que des filles. C'est Guy Fournier qui a préparé mon texte. À l'automne 1982, Radio-Canada présente La Bonne Aventure. Ce premier téléroman signé Lise Payette met en scène les aspirations de 4 jeunes femmes à l'aube de la trentaine. Jusqu'à ce moment-là, les téléromans mettaient toujours l'accent sur la soumission des femmes, le côté moral des femmes. Donc, il y avait des gens qui devenaient très révoltés, très violents. D'autres qui ont, dans ça, trouvé leur liberté, enfin. La capacité d'exprimer leur vraie liberté. D'être elle-même. J'avais besoin de ça, moi aussi. J'avais besoin de trouver ma place. Mais là, quand j'ai entendu parler Lise Payette de son projet, là, tout de suite, j'ai trouvé que ça faisait mon affaire, puis je lui ai écrit. Christiane Pasquier se retrouve dans la peau de Anne Demers-Leroux. Un mari parfait, 2 beaux enfants. Anne est heureuse, mais demeure partagée entre la maison et le travail. Anne
pouvait affirmer quelque chose, mais en l'affirmant, on savait très bien qu'elle était en train de nier quelque chose d'autre. Alors, c'est ce qui faisait qu'elle était toujours entre deux. Ses désirs, ses vrais désirs, sa vraie gourmandise, et puis son sens de ce que devrait être un comportement responsable. Elle ne donnait aucun espace à ce qu'il pouvait y avoir de rebelle en elle ou de désobéissant. Aucun espace à ça. Alors, ça la tourmentait beaucoup. C'était un personnage tout à fait déchiré. Comme Anne, ses trois grandes amies, Martine Poliquin, la fille fonceuse incarnée par Nathalie Gascon, Hélène Savoie, l'avocate raisonnable, jouée par Joanne Côté, et Michel Dalpé-Martin, la femme divorcée, jouée par Michel Léger, sont tiraillées entre l'éducation qu'elles ont reçue et leur désir d'autonomie et de liberté. À L4, elles offrent un bon portrait de la génération des femmes de l'après-féminisme. Journaliste et animatrice à la radio et à la télévision dans les années 60 et 70 et première ministre à la condition féminine, Lise Payette n'a jamais cessé de défendre les droits de la femme. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain. Versé l'eau chaude sur le thé dans la théière. Elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait. Elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Yvette est une petite fille bien obligeante. Yvette est une petite fille bien obligeante. Monsieur le Président, comme on apprend ça dans les écoles, à l'époque où on se parle maintenant. Laissez donc répondre. Alors, s'il vous plaît. Mon intention était de continuer ce que je fais depuis 20 ans, Monsieur le Président, et d'aider les femmes du Québec à sortir de ces stéréotypes dont nous sommes affublés. En décidant de passer à l'écriture de téléromans, elle ne cache pas vouloir changer les mentalités et faire réfléchir les femmes. Elle, c'est une révolutionnaire. On était au service de ses buts à elle. Mais il y a eu une symbiose tout de suite entre ce personnage et moi. Il y a eu vraiment une symbiose. Parce qu'à ce moment-là, mon idéal était rempli. Je pouvais être utile, puis en même temps faire mon métier, dans un personnage qui était fort, avec des traits bien dessinés. Liées par une profonde amitié, les filles de la Bonaventure peuvent toujours compter les unes sur les autres. Mais lorsque son mari meurt dans un accident bête, Anne cherche du réconfort auprès de Blanche Martel, la grand-mère de Martine. J'avais un mari que j'aimais plus que tout au monde. On ne demandait rien de plus, on dérangeait personne. Alors pourquoi? Pourquoi? Oh, laisse-la pleurer, laisse-la. Si elle en a besoin, il faut que ça sorte. Blanche représentait un personnage tout nouveau, une grand-mère qui faisait jamais la morale, qui était sereine. Elle était sortie des préjugés totalement. Elle était simple, une grande simplicité. Et sans complexe, sortie de la compétition, sortie de la performance, sortie du paraître, sortie de tout ça. Qualifiée par la journaliste Louise Cousineau de téléroman qui prend aux tripes, La Bonaventure captive bientôt près de 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices de tous âges. C'est incroyable ce que ça a eu comme effet dans la population. Non seulement chez les gens de cet âge-là et plus âgés, mais chez les plus jeunes aussi, parce qu'il y avait eu tout cet éclatement. Le téléroman, c'est une référence directe là, de la vie au quotidien. Ça va vite, c'est un art rapide, hein? Mais c'est quand même... Ça sert aux gens. Pourquoi ils le regardent, les gens? Pourquoi ils le regardent? Ils vont chercher quelque chose là-dedans, une inspiration. C'est sûr que c'est rapide, c'est pour utilisation rapide, mais un miroir, oui, ça fait du bien des fois, ça peut réconforter de se reconnaître. Alors que la série quitte l'antenne en 1986, les événements ont forcé les 4 femmes à évoluer. Même Anne, qui avait fermé la porte au bonheur, réalise que la vie lui réserve encore de bonnes aventures. J'étais morte, puis mon cœur s'est remis à battre. Quand je suis avec lui, tout devient plus facile. Les idées noires s'en vont. Même Benoît disparaît complètement. Ça peut pas être mal. Ça peut pas être mal. Elle a pris conscience de sa place, de son pouvoir, de ses besoins et de son pouvoir de changer les choses aussi dans cette convention auxquelles elle avait tant obéi avant. Et ce qui était le but de Mme Payette, en fait, donner à la femme de 30 ans sa place dans la société. En décembre 1986, les lundis soirs à Radio-Canada, les filles de la Bonaventure cèdent leur place aux Dames de cœur.
Lise Payette, en collaboration avec sa fille Sylvie, s'intéresse cette fois aux femmes au tournant de la cinquantaine. C'est la première fois que j'entendais parler autant de l'intrigue d'un téléroman. Pas du téléroman lui-même, mais de l'intrigue du téléroman et des personnages d'un téléroman. Excusez-moi. À l'autre soir. C'est beau, c'est bon. Ah, Véronique. Cette fois, vous faites vraiment partie des nôtres. Dès le premier épisode, les téléspectateurs font connaissance avec les dames de cœur et leurs époux respectifs, qui partagent le même bureau de comptable. Derrière les sourires mondains, on devine les insatisfactions et les rêves inassouvis. Excusez-moi. C'était tellement bien écrit, les scènes, qu'on n'avait presque rien à faire pour... Bien, on avait à le jouer quand même, là, mais c'était finalement simple de rentrer dans les personnages. Lucie Bello, la femme trompée incarnée par Louise Rémy, ainsi que Claire Trudel, jouée par Luce Guilbeault, et Évelyne Lamontagne, jouée par André Boucher, représentent bien les inquiétudes des femmes au foyer une fois les enfants élevés. Quant à Véronique, la femme de carrière, jouée par Michel Rossignol, c'est plutôt le désir de maternité qui la tenaille. Mais toutes les quatre font face à d'importantes remises en question aux grandes dames de leur mari. Roger, ben, c'était un bon vieux macho, représentatif de, je dirais, d'une certaine faction de la population à ce moment-là. Il est comptable. Et pour lui, c'est très important de bien paraître, d'avoir une certaine sécurité. Cette sécurité-là, il la retrouve en banlieue, avec sa femme. Et les problèmes surviennent au moment où, justement, sa femme veut s'émanciper. Lise Payette n'est pas tendre avec les hommes. Si Roger, le mari d'Éveline, interprété par Raymond Bouchard, puis par Pierre Gobeil, est le digne représentant des hommes bornés et violents, celui de Lucie, le célèbre Jean-Paul Bello, créé par Gilbert Sicotte, est le pire macho qui soit. Oh mon Dieu, Jean-Paul, c'était le plus grand hableur que j'avais jamais rencontré de ma vie. C'était un homme qui était amoureux de sa femme, mais qui était amoureux aussi de sa maîtresse et qui voulait les deux, qui voulait tout, en fait. Oui, bonjour, mademoiselle. Jean-Paul Bello. Oui, ça va bien. Pouvez-vous me préparer 2 bouquets de fleurs coupées? Un dans les tons de rose mauve, là? Oui, ça serait parfait. Puis l'autre, ben, n'importe quoi, à votre goût, là, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Je passe dans quelques minutes. Merci. C'était quelqu'un de qui on pouvait dire, moi, beaucoup d'hommes, on disait, ben, fais pas ton Jean-Paul Bello, un hableur, menteur, raconteur de n'importe quoi, menteur. L'ironie veut que Jean-Paul, cet homme aux propos on ne peut plus sexistes, devienne le personnage le plus populaire de la série. En ce sens, Jean-Paul est l'incarnation parfaite de ces hommes qui méprisent les femmes et que les femmes adorent quand même. C'était vraiment le macho parfait, là. En même temps, très attachant. On ne peut pas ne pas être amoureuse de Jean-Paul Bello. D'ailleurs, il y a plein de femmes, plein de spectatrices, de téléspectatrices étaient amoureuses de Jean-Paul Bello. Tu ferais pas ça? Pousse-moi pas à bout. Tu vas leur gratter ton, je te jure! Je crois pas. Jean-Paul a beau nier avoir une maîtresse, Lucie ne peut plus supporter son rôle d'épouse trompée et somme bientôt son mari de prendre la porte. Est-ce que tu sais que quand je t'ai connu, t'étais absolument rien? Je suis toujours rien. C'est bien ça le plus triste. C'est une femme qui avait beaucoup de potentiel, finalement, et elle ne le savait pas avant de mettre Jean-Paul dehors. Elle l'a su après. Elle a décidé qu'elle partait sa petite affaire, et puis elle a ouvert un traiteur. Qu'est-ce qu'elle dit, Roger? Évelyne va rentrer tôt, de toute façon. Toi, man, tu pas ça, c'est à ma femme que je parle. On t'a pas sonné, Lucie Bello, OK? Rentres-tu, oui ou non? Le succès des bouchées doubles dépasse bientôt les espérances des 2 associés, Lucie et Évelyne. Mais Roger n'y va pas de main morte pour manifester son désaccord. J'ai sois raisonnable, s'il te plaît. OK? On en reparlera quand tu seras mieux, OK? Et lui, Roger, ne l'accepte pas. N'accepte pas que sa femme puisse se libérer comme ça. Absolument pas. C'est pas conforme à ses patterns, sa façon de voir la famille. Parce qu'à un moment donné, Roger, il perdait le contrôle. Il ne pouvait pas tolérer d'être contrarié.
par sa femme, ou par n'importe qui, par ses enfants. Et là, il se choquait. Mais avant de se choquer, ben forcément, il allait cuver son vin. Et puis quand il avait bien cuvé son vin, ben là, paf, ça y est, ça sortait. Après les frasques de Jean-Paul, celles de Roger font à leur tour les titres des journaux. Lise Payette, qui n'a pas froid aux yeux, n'hésite pas en effet à aborder des sujets plus brûlants les uns que les autres. Aussi, Des Dames de cœur méritent sans aucun doute le titre de téléroman qui a fait le plus jaser. Le mardi matin, les gens dans les bureaux ou à l'université, des gens de différents milieux se posaient des questions sur ces femmes et sur ces hommes. Des gens plus jeunes, des gens plus vieux, des gens du même âge. C'était assez spécial. À partir des années 80, les revendications des femmes dans les téléromans visent de moins en moins à valoriser la mère, à défendre l'épouse ou à donner plus de droits à la fille. Mais à reconnaître simplement chez chaque femme une individualité propre, libre, maître de sa destinée. L'exigence de liberté prend alors une toute autre ampleur. Les femmes ne cherchent plus à être reconnues et acceptées dans leurs rôles sociaux, mais à devenir autonomes, indépendantes, seules face à leur destin. On passe alors vraiment de l'émancipation à la libération. Voulez-vous que je vous raconte la dernière d'Annabelle? Là? Oui. Bientôt, elle va partir à quatre pattes à travers tout l'appartement. Oui, c'est vrai. Elle est tellement curieuse, là. Au fil des joies et des peines, Lucie, Claire, Évelyne et Véronique vont prendre conscience de leur pouvoir en tant qu'individus, mais découvrir également la force de la solidarité féminine. On peut me l'embreter, je ne sais pas. Pourquoi? Tu n'aurais pas confiance? Mais oui, c'est pas ça, mais elle se sentirait très dépaysée. Ça a réveillé beaucoup de monde, ça a fait se poser des questions à beaucoup de gens, parce que il y a beaucoup de gens qui m'arrêtaient dans la rue, dans la rue partout, les gens me parlaient de Jean-Paul, des Dames de cœur, des 4 Dames de cœur aussi, il ne faut pas oublier les autres, là. Les quatre étaient très différentes. À l'automne 1989, avec un signe de feu, Lise Payette signe le 3e et dernier acte de sa trilogie, qui regroupe les femmes de la Bonne Aventure et les Dames de cœur. Là, on a mélangé les gens de la Bonne Aventure, les 4 femmes de la Bonne Aventure qui étaient des femmes plus jeunes, et les 4 femmes des Dames de cœur, avec les 8 hommes aussi, là. Et ça a duré encore 2 ans après. Alors, là, il y avait 2 générations qui se rencontraient. On s'est finalement rencontrés. On avait le goût de parler de l'anti-maman plouf, le contraire d'une mère conventionnelle comme on les a beaucoup connues dans la réalité, dans la fiction au Québec. En octobre 1996, TVA présente Le Retour, signé Anne Boyer et Michel Dastou. Ce téléroman raconte l'histoire peu banale d'une femme qui a abandonné ses enfants. On prenait un pari parce que le personnage de Madeleine, c'est venu de l'idée de parler d'une mère indigne. Donc, Madeleine, c'est une femme qui est partie de la maison, qui a abandonné sa famille. C'est pas très populaire comme idée de départ. La série ouvre sur le retour de Madeleine, qui ressurgit parmi les siens après 23 ans d'absence. Son fils, Julien, qui n'avait que 5 ans lorsque sa mère est partie, cherche à comprendre. Putain, mon pète, OK? Bon, ben, on n'a rien à se dire. Laisse-moi le temps. Parce que j'ai un téléphone à donner, là, je suis pressée. Pas trop demander, 5 minutes de ton temps. Ben, regarde-moi pas de même, là, on va pogner le fixe. Ah ben, ça fait, quoi, 23 ans que je t'ai pas vu. Je peux-tu? C'était scandaleux. Pour une mère ne laisse pas ses enfants. Et nous, c'est ça qu'on voulait raconter, l'histoire d'une mère qui se choisit. Mais c'est sûr que c'est sûr que ce geste-là est très rebelle, marginal aussi pour l'époque, là, il y a 25 ans. Et 25 ans plus tard, quand elle revient, peu importe les raisons pour lesquelles elle dit qu'elle revient pour une chose, c'est pour se réconcilier avec son passé. Malgré l'antipathie que provoque le personnage de la mère indigne, Anne Boyer et Michel Dastou gagnent leur pari. Encensé par la critique, Le Retour devient rapidement l'un des téléromans les plus populaires. Il faut dire que les auteurs qui ont déjà co-signé Jeux de société et Sous un ciel variable bénéficient d'une longue complicité. On écrit, Michel et moi, nos épisodes à 2, vraiment à 2.
Alors, une semaine, si j'ai écrit pour Rose, par exemple, la semaine d'après, systématiquement, Michel va écrire pour elle. Donc, jamais on s'approprie de personnages. Moi, je dis toujours que le travail en télévision, ou même surtout pour la télévision, c'est d'abord l'histoire. Les Américains disent story, 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 puis je pense que c'est vrai. Il faut avoir une bonne base de personnages, il faut avoir des personnages crédibles, mais il faut les amener à un trajet, à une sorte de quête. Les auteurs connaissent bien l'âme humaine et savent écrire pour chacun des personnages et ils écrivent pas tous les personnages de la même façon. Ça peut sembler banal de dire ça, mais il y a des auteurs qui n'écrivent pas bien pour séparément chacun des personnages. Elle va rester plus longtemps que je pensais. Rita Lafontaine incarne Rose Landry. Depuis le départ de Madeleine, c'est elle qui a aidé son frère à élever ses 3 enfants. Le retour de sa belle-sœur, à qui elle voue une haine viscérale, la trouble d'autant plus qu'il menace son petit bonheur. Abaissé à aller la voir. Ah, pas ce ton-là. Elle t'a demandé de l'argent? Elle m'a jamais rien demandé, puis c'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Ça reste une profiteuse puis une maniganceuse pareille. Rose, c'était la mère de remplacement très, très, très possessive des enfants, finalement, dont elle s'est occupée pendant des années. Et une femme assez renfermée, une femme pas très ouverte, jalouse de l'amour qu'elle éprouve pour ces enfants-là, qu'elle a fait sien, finalement, après plusieurs années. Elle a fait son devoir, si on peut dire. Mais la vie l'attendait dans le détour, comme ça arrive souvent. Et il y a une évolution qui a suivi, qui a été fantastique. Madeleine Landry-Beaulieu apparaît comme une femme forte et émancipée. Mais l'interprétation sensible d'Angèle Coutu laisse deviner sous cette carapace une femme profondément blessée. Il y a une fragilité qu'on pressentait quand on a fait la description du personnage, mais qui nous est apparue quand on a vu Angèle interpréter le rôle de Madeleine, quand on l'a vu en contact avec ses enfants qu'elle n'avait pas vus depuis 25 ans, quand on la voit confrontée au rejet de certains de ses enfants. Il y a une espèce de fragilité qui se dégage d'elle, qui est très, très touchante. Jamais! Cette fille-là m'a tout pris. Mon mari, mes enfants, ma maison, ma tranquillité d'esprit, ma santé mentale. Elle n'aura pas mon chalet en plus! Pourquoi Madeleine revient-elle? Mais surtout, pourquoi est-elle partie? Peu à peu, on découvre le drame qui a causé sa fuite. La noyade de son plus jeune enfant, dont Rose s'était à l'époque empressée de la rendre responsable. Tout le monde dit que moi, j'étais un monstre. Moi, je le sais de quoi elle est capable. Cette fille-là, elle m'a eu tellement! Il y a quelque chose en elle qui a dit, on a juste une vie à vivre et il faut que je sorte d'ici et j'aille la faire. C'est une femme de coup de cœur, je pense, une femme passionnée, mais qui a vécu dans sa vie beaucoup, beaucoup de culpabilité. Un énorme sentiment de maturité traverse la série Le Retour. Car on ose enfin s'attaquer à 2 stéréotypes, 2 images intouchables, traditionnelles et idylliques de la femme. Celle de la mère qui aime inconditionnellement ses enfants et celle de la célibataire prête à sacrifier sa vie pour secourir les siens. Madeleine sera celle qui abandonne sa famille. Rose sera la tante apparemment dévouée et charitable, mais qui finalement va s'avérer tyrannique. Pour aller plus loin donc, pour envisager une véritable réconciliation en profondeur entre les hommes et les femmes, il fallait entreprendre ces 2 procès. Rose et Madeleine, dont les vies étouffent sous le poids du remords et des secrets, trouveront finalement la paix en découvrant les vertus du pardon. Raconter l'histoire de femmes comme ça, on s'est beaucoup interrogé. On voulait qu'elle soit en évolution, ce qu'on a essayé de faire là, pendant les 4 dernières années. Puis le côté de Rose, je pense que c'est sa volonté de vouloir devenir une meilleure personne. En passant par le pardon, elle est devenue meilleure et je pense que ça fait partie de nos vies à chacun. On doit passer par une forme de pardon pour les choses passées qui nous ont blessés. C'est ça qui est beau dans cette évolution. C'est que les auteurs ont su justement la porter vers
vers un accomplissement d'elle-même, une expression d'elle-même. La liste serait très longue d'énumérer l'ensemble des femmes qui ont su s'affirmer avec vigueur dans les séries dramatiques à la télévision. En particulier depuis 20 ans. Rosanna Saint-Cyr dans Le Temps d'une paix, Linda Hébert dans L'Ancien Conte, Myriam Gallardeau dans L'Héritage, Bella Cormoran, Émilie Bordelot, Marilyn, Stéphanie Rousseau dans Scoop, Fortier. Elle serait longue, effectivement, cette liste, mais ferait surtout ressortir que d'un personnage à l'autre, nous pénétrons toujours de plus en plus intensément l'intimité de chacune de ces héroïnes. Nous nous rapprochons de leurs drames, de leurs doutes. De les connaître étroitement représente alors probablement le plus grand geste de gratitude que les téléromans ont su apporter aux femmes. Les autorités devaient se rendre compte qu'une femme, c'est l'égal d'un homme. Alors, c'est la télévision, certainement, ou les téléromans ont certainement contribué à cette chose-là. J'ai fait des choses que les femmes, à cette époque-là, ne faisaient pas. Tant mieux si ça profite aux autres. Très souvent, c'est arrivé que je rencontre des gens, des femmes d'un certain âge et d'un âge certain qui me disaient « C'est extraordinaire, c'est comme si vous nous donniez la permission de vivre et d'aimer. » Ça nous a servi de miroir. Bien sûr que ça nous ressemble. Tous ces personnages féminins ont évolué avec les femmes du Québec. Elles ont incarné leur déchirement, leur désir et leur réalisation. Elles les ont aidées parfois à se battre, parfois à se réconcilier avec elles-mêmes, ou qui sait, avec les hommes. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Télévision des radios romans, alors appelés Romans Fleuve. C'est les commanditaires, c'est ces players qui commanditaient le petit quart d'heure quotidien des Ploufs à la radio à partir de 1952, qui est venu faire des offres à la télévision. Players, s'il vous plaît. Au baba. Et la direction était très prudente par rapport à ça. On ne voulait pas se ramasser avec les romans savants de la radio. C'est vrai que ça paraissait comme un art mineur. On disait, pourquoi faire des dramatiques à la télévision? La télévision, c'est d'abord et avant tout l'information. Alors, il y avait eu cette proposition, on ne pouvait pas l'écarter comme ça. J'ai lu les textes, c'était de la radio, c'était pas de la télévision. Quoique, on ne savait pas encore très bien ce qu'était la télévision. Mais il y avait des personnages et il y avait du jus, il y avait des dialogues. De sorte que, moi, mon rapport a été favorable. Roger Lemelin, qui avait lui-même adapté pour la radio son best-seller Les Ploufs, publié en 1948, reprend ses personnages pour la 3e fois et invente de toutes nouvelles intrigues pour le petit écran. Alors que l'action du roman se déroulait dans les années 30, la famille Plouffe, portée à l'écran par Jean-Paul Fugère, vit au rythme des événements qui transforment le Québec des années 50. Les Ploufs, c'était quand même, c'était le peuple, c'était le petit monde. Et c'est à ça que les gens, il me semble, s'identifiaient. Roger Lemelin. Bonsoir. Je suis très honoré de vous présenter moi-même mon œuvre avant de disparaître derrière mes personnages. C'était les personnages du roman 15 ans plus tard. Et ça n'était pas situé dans la ville de Québec, mais dans un lieu moins clair, à la fois Montréal et Québec, de sorte que si on avait des extérieurs à faire, enfin, c'était la production hebdomadaire, hein, on n'avait pas le temps d'aller faire des plans à Québec. Il fallait trouver ici des images à peu près concordantes. La majorité des acteurs reprennent à la télévision les personnages qu'ils jouaient à la radio. Paul Guévremont incarne Théophile Plouffe, le père bon enfant qui manque d'autorité. Amanda Allary, Joséphine Plouffe, la mère dévouée mais désarmante de naïveté. Et Émile Genet, le fils aîné, Napoléon. Et dans certains cas, une nouvelle distribution s'impose. Moi, vous embrassez? Oui. Scorez-moi un petit point sur la bouche, cher champion. OK. J'étais bien rondelle. Oh, Guillaume, vous êtes un joueur de hockey complet. Moi, j'ai jamais vu un gardien de but. C'est facile à déjouer. Laurent Jaudoin, qui s'appelait, je me rappelle bien, il me dit, aimerais-tu ça jouer dans la famille Plouffe?
J'ai dit, Famille Plouffe, il joue à la radio. J'ai dit, j'ai déjà fait des petits rôles dans Famille Plouffe, mais c'est Jean-Paul Dugas qui joue le rôle de Guillaume. Oui, mais il dit, un problème, c'est qu'il faut que Guillaume mesure au moins 6 pieds, tu comprends, parce que Denis Pelletier, à mesure 5 pieds 9... Il faut préciser que nous, du théâtre, nous considérions la télévision comme un art inférieur. Alors, on regardait ça de très haut. Donc, ma relation avec le personnage d'Ovide Plouffe, au début, était à distance. Et j'ai appris à aimer ce personnage au fur et à mesure des ans. Et il m'est devenu très cher. Eh, chanteur d'opéra! Oui, l'opéra. Ça vous passe pas mal au-dessus de la tête, ça, mes frères. Heureusement qu'il y en a un dans la famille pour s'occuper des choses de l'esprit. Le sport, toujours le sport. Pensez donc à la culture, un peu. La culture physique, ça fâche. Malheureux, oui, sûrement. Parce que dans sa famille, il se sentait incompris, méprisé la plupart du temps par son frère aîné, qui était Napoléon. Par ailleurs, probablement le préféré de sa mère, j'imagine. Donc, il pouvait se consoler de ce côté-là. Et puis, je pense qu'il se consolait aussi avec le chant et avec la poésie. Tout le Québec souffre à l'unisson avec le pauvre Ovide, amoureux de la pulpeuse Rita Toulouse, qui, elle, lui préfère Guillaume. En 1980, dans le film Les Plouffe, Anne Letourneau reprend le rôle de l'intrigante, alors jouée par Janine Mignolet. Et je me suis déguisée vraiment en Rita. Hein. J'ai bien gonflé un peu tout, les lèvres, les fossiles, les ongles. Et moi, c'était vraiment pour moi un rôle de composition. Mais avec ce personnage-là, j'ai vraiment le côté femme, le côté sensuel est sorti, qui était en moi, mais que peut-être, étant donné que j'étais quand même assez jeune, j'avais pas exploité vraiment. Alors, il faut dire que Guillaume, quand Lemelin écrit La Famille Plouffe, Lemelin se base un peu sur Jean Béliveau, qui joue pour les Arts du Québec, à ce moment-là, tu sais, qui est fort populaire. Alors, c'est parce qu'il est joueur de hockey que cette jeune fille, enfin, Rita Toulouse, tombe amoureuse de lui, mais son truc pour atteindre Guillaume, c'est de passer par Ovide, son frère, qui est de l'intellectuel, tu comprends, puis que lui est tout heureux de l'avoir comme petit ami. Ovide est passionné par elle, il la voit comme une espèce d'image de magazine d'icône, mais en fait, il aime une image, et quand la vraie Rita arrive dans sa vie, il ne sait pas du tout quoi faire avec elle. Les gens le percevaient principalement sous 2 aspects. L'amoureux et l'intellectuel un peu prétentieux et un peu précieux. Mais il est évident que les gens le considéraient comme un amoureux et un amoureux malheureux. Un amoureux dont les sentiments n'étaient pas couronnés de succès du côté de Rita Toulouse, qui était très volage. À cette époque, une fois le signal du réalisateur lancé, la demi-heure démarrait pour ne s'arrêter qu'au générique de fin. Le direct exigeait alors des comédiens une présence d'esprit de tous les instants. Mme Malary avait tout de même 70 ans, 72 ans. Et elle n'avait pas toujours une bonne mémoire. Alors, nécessairement, il fallait s'arranger, que ce soit Genet, moi, en fait, ou Jean-Louis Roux, ou les autres, tu sais, à la remettre sur les voies, parce que, tu sais, c'est en direct. Même, ça nous est arrivé de changer ce qu'on appelle des chutes d'émissions, des punchs. Et Roger était persuadé que c'était lui qui avait trouvé ce punch. On était une bande de gars et de filles qui avaient souvent même pas 30 ans et à qui on remettait un jouet, un instrument extraordinaire qu'on avait à découvrir. Et alors, il y avait une générosité, une invention, une solidarité, puis on avait 25, 30 ans. Les succès de la famille Plouffe, que les nostalgiques considèrent comme l'âge d'or de la télévision, s'expliquent par l'enthousiasme de ses créateurs, mais aussi par l'irrésistible fascination qu'exerçait la famille Plouffe. Tout le monde se reconnaissait dans les aventures cocasses, les joies et les peines de cette sympathique famille canadienne-française. Vous comprenez les théâtres, l'opéra... Ma Cécile! C'est moi qui fournis presque tout le 100 piastres. Ah oui, oh, ça doit être des beaux cadeaux, hein, La famille Plouffe mettait en scène des chants
très ordinaires, très simples. Puis dans le fond, tout aussi caricaturaux que les personnages de Pagnol. N'empêche, pour la première fois, les Québécois avaient l'impression de se voir tels qu'ils étaient, sans âpreté, sans accablement, sans misérabilisme. Un énorme sentiment de fierté va jaillir de cette émission, plus fort que la politique. Parce que plus vrai, plus authentique et surtout plus proche du monde. Lorsque les Plouffe quittent le petit écran en 1959, Roger Lemelin les remplace d'abord par la famille Chevalier dans le téléroman En haut de la pente douce. Claude Desorcy, qui réalisait En haut de la pente douce, m'avait demandé si ça m'intéressait de faire un rôle. Deux scotch ici, hein? Deux champagnes, puis un gin à bord de ça. Le personnage, je pense qu'elle s'appelait Thérèse. Et elle n'avait pas d'amis, elle était venue en ville travailler chez le père Gédéon, qui était rendu à la ville. Et Timil l'avait pris sous son aile. Thérèse, on vous entend jusqu'au troisième voisin. Si vous vous améliorez pas, je pourrais pas vous garder. Dans le temps, on veut bien que je me fasse entendre. Tout le monde parle en même temps. Il l'appelait son petit écureu, mon petit écureu. Pas de peine, pleure pas, ça me crève le cœur, qu'il disait. Mais c'était un gentil petit rôle. Mais à la demande générale, Roger Lemelin fait bientôt revivre les personnages de la famille Plouffe qui vont continuer à évoluer à travers le petit monde du père Gédéon. Bonsoir, maman. L'heure de la victoire approche. Dan, tu devrais partir avant qu'Ovid arrive. Ovid, un capitaliste. Les personnages des Plouffe vont prendre des chemins différents. Cécile, la gratteuse de la famille, va ramasser suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter un bloc. Napoléon, le plus vieux, va récupérer les outils de son père et partir une petite entreprise en plomberie. Ovid va devenir haut fonctionnaire à Québec. Guillaume, après le hockey, va devenir directeur d'une firme de relations publiques. Le féminisme, la PME, l'idéologie politique et les communications. Les 4 enfants des Plouffe reproduisent chacun à leur manière les 4 piliers de la Révolution tranquille. Un an seulement après la famille Plouffe, en 1954, Radio-Canada met à l'antenne un autre téléroman qui va marquer profondément l'imaginaire des téléspectateurs. Le Survenant, mettant en vedette Jean Coutu, s'anime de la télévision canadienne. C'est un beau nom, hein? Le Survenant. Quelqu'un qui survient comme ça dans la vie des gens et qu'il arrive, on ne sait pas d'où. Ce personnage-là qui arrivait de nulle part, qui s'en allait de nulle part, qui revenait et qui était un peu amoureux d'Angelina Desmarais sans lui dire et tout ça. Quel beau personnage. L'histoire se passe aux alentours de 1910, dans un coin d'eau et de terre isolé, au bord du Chenal du Moine. Le Chenal du Moine est une petite localité située un petit peu près de Sorel, un peu plus loin que Sorel, quand on vient de Montréal, disons, perdu dans un tas de petits canaux de toutes sortes, et ça fait des îles. C'était un petit peu un monde tout à fait à part, et où les gens vivaient là, paisiblement, au rythme des saisons. Un soir de novembre, alors que les habitants du Chenal du Moine n'attendent rien ni personne, un grand inconnu se pointe chez le père Didas Beauchemin. C'est un homme qui s'en vient là, qui demande, en échange des travaux qu'il va faire, gîte et nourriture. On ne sait pas. On pense qu'il va rester là peut-être un jour, 2 jours, une semaine. Mais il s'installe subitement et il entre dans la vie de ces gens-là, même sans le vouloir ou même sans le savoir. Le Survenant est signé Germaine Guévremont. Journaliste et romancière, Germaine Guévremont est née en 1893 dans les pays d'en haut, comme son cousin Claude-Henri Grignon. Elle a toutefois passé la plus grande partie de sa vie dans la région sorelloise. Elle nous parlait des personnages qu'elle avait connus au Chenal du Moine, qu'elle avait connus et qui étaient les personnages qui l'avaient inspiré pour... Je me rappelle entre autres du personnage de la grosse madame qui était jouée par Germaine Giroux. Elle nous décrivait ce qu'était la grosse madame. Et c'était drôle. C'était vraiment très, très, très drôle. C'était une personne charmante.
À l'instar des Ploufs, Le Survenant a d'abord été un roman paru en 1945 et une émission radiophonique à succès, avant d'être porté à l'écran par le réalisateur Maurice Leroux. Dès sa première diffusion, l'œuvre est acclamée par la critique. Il y avait, au départ, celui qu'on appelait un auteur et qui avait une formation d'écrivain, un métier d'écrivain, de sorte que les dialogues étaient souvent percutants et on se reposait là-dessus. Que ce soit Un homme et son péché, que ce soit Les Ploufs, que ce soit Le Survenant, c'était d'abord des œuvres écrites, c'était des œuvres littéraires. Et les gens se retrouvaient dans ces personnages-là. Les gens avaient beaucoup de plaisir. Survenant, je serais pas. Non, j'ai dit non, non. T'es revenu, tu penses que t'étais au Saint-Dumouin? Pas revenu puisque je n'étais pas parti. Juste une petite explication. Les téléspectateurs, et particulièrement les téléspectatrices, tombent littéralement sous le charme du Survenant. Certaines mères interdisent même à leurs filles d'écouter l'émission par crainte qu'elles soient envoûtées par ce belâtre. Il faut dire que le rôle est interprété par l'irrésistible Jean Coutu. Sois sage, ma douleur. Pour moi, Le Survenant, c'est Jean Coutu. Jean Coutu avait cette espèce de nonchalance, tout le temps, mine de rien. Et never mind. C'était pas « Ah, never mind », non, jamais. Non, non, ah, je suis au-dessus de tout ça. Tout coule sur mon dos. Autour du Survenant gravitent une cinquantaine de personnages colorés. Parmi eux, Angélina Desmarais, la vieille fille claudicante et secrètement amoureuse. Odilon, l'aîné ambitieux et arrogant de la famille provençale. Beaublanc, le simple d'esprit, et le père Didas Beauchemin, interprété par Revilla-Légaré, qui préfère le Survenant à son flanc mou de fils amable et à sa bru Fonzine. La puissance du père Didas, c'était quelque chose. Il écrasait tout le monde, même son propre fils, amable. Pour pas toi qui va abattre les arbres et bûcher le bois. C'est moi qui défends. Et qui remplit la boîte à bois depuis qu'on n'est rien contre Beauchemin. Depuis que le granger des routes est parti, avez-vous peur de nommer le Survenant? As-tu peur de prononcer son nom devant moi? J'ai pas peur, mais on parle là de bois. Là, avec tout un lot de personnages qui ont des romances, qui sont des histoires amoureuses, des attachements, des rancunes, des querelles, des machins. Et au milieu de ça, il y a cette espèce de personnage qui fait un lien, qui sert beaucoup à l'auteur à dire des choses qu'elle ne ferait pas dire par d'autres personnages, parce que lui est naïf et parce que lui est innocent. Survenant, ça parle encore des éléphants, là. J'aime ça. C'est les éléphants. Le rôle de Beaublanc, joué ici par Marc Favreau, sera dès la deuxième année repris par le comédien Robert Rivard. Odilon Provençal, là, je comprends. Ah, ça, c'était un dur. Ah, puis boucher le verre, donc. Mon père m'a dit que c'était le seul gars au monde qui avait réussi à battre Dieu, mon père. C'est un rôle que Jean Lajeunesse devait jouer. C'est lui qui l'avait joué à la radio. Mais il trouvait le rôle tellement violent qu'il dit « Je vais me faire détester de tout le monde ». Puis il tenait à sa réputation de charmant garçon. Alors, il n'a pas joué, c'est moi qui ai hérité de ce rôle. J'ai joué ça, puis c'était le début de ma carrière. Son petit crucifix, avec notre Seigneur Jésus-Christ accroché rien que par une main. Le bonheur l'aura oublié. Je peux pas croire qu'il est parti pour de vrai. Il me semble qu'il aurait apporté son butin puisqu'il s'attendait de le rabauder comme il faut. Angélina faisait partie du décor. Les gens du village la considérait comme la personne, la vieille fille. On ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait avoir des sentiments comme les autres. On la prenait pour acquise. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée du Survenant qu'elle a découvert qu'elle était aussi une personne. Qui envoie des baisers. Et puis la longue vague grise des éléphants à la queue leu-leu. Le Far West, l'Asie, l'Afrique, le monde, le vaste monde. Celui que Fonzine surnomme le grand dieu des routes trouble la vie des habitants du Chenal du Moine.
Devant ce personnage plus grand que nature, chacun ressent son isolement et la petitesse de sa vie, mais aussi la profondeur de désir jusque-là innommé. À quoi c'est que tu jongles, Survenant? Je pensais à toutes sortes de choses. À quoi encore? Je pense que nulle part ailleurs, je suis resté aussi longtemps que par ici. Le Survenant représentait le rêve de tous et chacun, et le Survenant ouvrait un monde tout à fait nouveau à ces gens-là. Il racontait les gens qu'il avait vus, les villes qu'il avait vues. Le Survenant n'avait pas de nom, pas d'identité, pas de famille, pas de papier. Il ne se rattachait à aucun État, à aucune Église. Dans un monde hyper contrôlé, hyper surveillé par les curés, la police, la morale, les bonnes mœurs, les parents, il montrait la possibilité de vivre autrement, surtout de penser par soi-même. Elle était là, la direction du changement, celle d'une liberté absolue. Président, on pleure pas sur la neige qui tombe. Le Survenant repart bientôt comme il était venu, laissant un grand vide dans la vie des habitants du Chenal du Moine, qui continue toutefois à évoluer dans les suites Le Chenal du Moine et Marie Didas. Mais rien n'est plus pareil. Angelina et des milliers de téléspectateurs n'ont de cesse de guetter le retour du grand dieu des routes. En 1959, Germaine Guèvremont fait enfin réapparaître son héros, venu déclarer son amour à Angelina. Bien que vieilli de 25 ans, le Survenant fait de nouveau battre le cœur de toute la province. Mais Angelina est en proie à une telle émotion qu'elle en meurt. Le directeur à Montréal de Radio-Canada m'a dit « Oui, bon, ouais, ça ira. Un homme et son péché, on fera ça pendant 1 an, parce que c'est Claude-Henri Grignon. Et puis, mais tu sais, faut pas vous attendre à ce que ça dure longtemps. » Les belles histoires des pays d'en haut. Les belles histoires des pays d'en haut, diffusées à partir du lundi 8 octobre 1956, vont pourtant tenir l'affiche 14 ans, un record jamais égalé. Raconté par Claude-Henri Grignon. Ici Claude-Henri Grignon. La coutume veut que l'auteur d'un nouveau téléroman présente la première. Je me prête de bonne grâce à cette invitation. Il va sans dire que depuis 17 ans, Séraphin est devenu un personnage légendaire à la radio. Entre-temps, j'ai écrit des paysanneries et des films qu'il ne m'appartient pas de juger. Nous espérons ne pas trop vous décevoir. Nous espérons également que vous ferez confiance à l'équipe commise à la réalisation de ce programme qui veut être l'expression nette de la petite histoire, en même temps qu'une peinture réaliste d'un passé qui ne peut pas mourir. Ça a été un tel succès, alors qu'ils ne pouvaient pas leur tirer de l'affiche, ça aurait fait une émeute. Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon, dont sont tirées les belles histoires des pays d'en haut, est considéré comme le premier roman réaliste de notre littérature. Publié en 1933, l'histoire de l'avare Séraphin Poudrier décrit en effet avec justesse les grandeurs et misères de la colonisation dans les Laurentides à la fin du 19e siècle. L'auteur, Claude-Henri Grignon, qui a été maire de Sainte-Adèle comme son personnage Séraphin, affirmait d'ailleurs avoir tout simplement mis en scène les habitants de son village. Mon père m'avait parlé d'un certain avare qui ne demeurait pas nécessairement à Sainte-Adèle, qui était mort brûlé dans une maison ayant à sa main une pièce d'or. Je pense que tous les personnages de Claude-Henri Grignon, d'abord, d'après moi, ont existé. À un point tel, j'ai été un des rares privilégiés que M. Grignon recevait à son domicile de Sainte-Adèle. Et un jour, il me demandait, il dit, comment t'arranges-tu? Il dit, avec Mme Bouchonneau. Ah, j'ai dit, on travaille très bien. Mme Desrameaux, j'ai dit, on s'arrange bien. J'ai dit, si vous l'avez choisi, j'ai dit, c'est parce qu'elle correspondait au personnage que vous avez connu. Ah oui, je l'ai connu, certain. Les Bouchonneau, il dit, il restait ici, en haut de la côte, là.
Ah, monsieur, ça, c'est une femme, il dit. Quand elle faisait l'amour, là, du coron, on l'entendait hurler jusqu'à l'autre bout du village. Un homme et son péché. Une autre des belles histoires des pays d'en haut. Séraphin, incarné par la voix d'Hector Charland, connaissait un succès sans précédent à la radio depuis 1939. Qui c'est qui a bien pu faire un rapport de mer? Moi, c'est Séraphin Poudrier. Dites-moi pas, M. Poudrier, que vous aviez fait un rapport de contre nous autres? Jean Lachien, me prenez-vous pour un fou? Vous êtes négligent sans bon sens, le père. Aussi, à l'automne 1956, lorsqu'il apparaît pour la première fois au petit écran, le détestable avare est déjà un personnage légendaire. Les fans du radio-roman retrouvent toutefois les personnages de Claude-Henri Grignon à l'époque de leur jeunesse, et Hector Charland joue désormais Évangéliste Poudrier, le père de Séraphin. Fernand Quirion, le réalisateur des Belles Histoires, a dû en effet créer une toute nouvelle distribution. Il me plaisait. D'abord, le personnage, je connaissais. Tellement d'années que j'entendais à la radio. C'était Albert Duquesne qui jouait ça. Il le faisait avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fougue. Mais c'est déjà Albert Duquesne avait 50 ans. Les Galaxies avaient 18 ans, 20 ans au début du roman. Alors, ça pouvait pas être Albert Duquesne. Avec toi à mes côtés, Donalda. Ma belle Donalda. T'es plus belle que le plus beau matin de printemps. Non. Non, plus tard. On n'a pas le droit. C'est défendu. C'est pour moi qui fait partie du patrimoine. Je pense que c'est le personnage qu'a créé M. Grignon, personnage que Estelle Moffett a rendu célèbre au départ à la radio, que Nicole Germain a joué au cinéma et que moi, en petite fille bien innocente de 17 ans, j'ai osé reprendre à la venue de la télévision. J'ai été choisi pour interpréter le rôle de Théodore Bouchonneau. Je dois vous dire que ça m'a passionné en ce sens que c'était l'amuseur public, hein. Il avait certains défauts, comme par exemple, il aimait bien prendre sa petite shot dans le backstore. J'en mangerai quand je voudrais du chocolat. Puis tu vas pas dans le backstore, toi avec tes petits places. Apprends que le chocolat, c'est moins dommageable que la boisson. Amen. Et il flattait le maire de l'époque, Séraphin, lorsqu'il était à la table du conseil. Cependant, lorsqu'il rentrait dans son magasin général, là, il déblatérait sur le maire. Pour moi, c'était ce moment inespéré d'un premier rôle, de pouvoir gagner ma vie comme comédienne. Je viens d'avoir 17 ans, je joue au théâtre tout l'été, et soudainement, j'ai un rôle, je vais pouvoir gagner ma vie. Donc, c'était merveilleux. Que ça prenne l'ampleur que le temps a donné au rôle, au personnage, ça, je ne pouvais pas. Dans la naïveté de mes 17 ans, je ne pouvais vraiment pas y penser ou y croire. De nombreux personnages, comme le robuste curé Labelle, interprété par Paul Desmarteaux, le fougueux journaliste Arthur Buis, joué par Paul Dupuis, et le notaire Le Potiron, joué par Camille Ducharme, vont marquer des générations de téléspectateurs. Mais que dire du terrible Séraphin, incarné avec tant de vraisemblance par Jean-Pierre Masson? Il reste que chez Séraphin, en dehors de ça, il y a plus que l'avarice, c'est surtout une espèce de, appelons ça de la mégalomanie, si vous voulez, un besoin de pouvoir, un besoin de s'imposer à tout son entourage, et ce qu'il faisait en se servant de sa puissance d'argent. Mon or, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon or. 15 barres de l'or. Ça s'achuse pas. Ça vit éternellement. Oh, le pauvre. Le pauvre, je n'aurais pas voulu jouer un personnage aussi difficile à supporter. Je pense que c'était très difficile. Jean-Pierre, qui, à un moment donné, parce qu'il n'arrivait pas à jouer autre chose à la télévision, a fait beaucoup de clubs de nuit où les gens lui lançaient des pièces et tout ça. Il disait, je les recueille. J'aime prendre un verre à la fin de la soirée avant de rentrer chez moi. Il me le paie tous les soirs. Il y a eu 3 ou 4 places, là. Ils les ont toutes perdues, trop baissées. Faudra peut-être lui donner une dernière chance. Qu'est-ce que c'est de la femme? Il s'agit de ton petit frère, ça t'intéresse. Il détestait les gens sots, les gens paresseux,
parce que lui, il était très intelligent et il travaillait très dur. Quelqu'un était trop imbécile pour se rendre compte que s'il allait voir Séraphin pour emprunter de l'argent, il risquait de perdre sa terre, il risquait de perdre sa maison. Ben tant pis pour toi, t'as qu'à t'arranger. Il avait un côté très méchant de ce côté-là. Il était affreux, il était presque même monstrueux. Il était le maire de Sainte-Adèle à ce moment-là, et puis il n'y a pas personne qui osait se présenter contre lui. Oh, c'était vraiment celui que tout le monde aimait, détestait. Ce gros méchant Séraphin Poudrier, celui qu'on a tellement détesté, était en fait quelqu'un de très bien, marié, riche, catholique pratiquant, maire de son village, représentant du gouvernement, quelqu'un de très correct. Qu'est-ce qu'il y avait? Il avait le pouvoir. Il s'arrogeait le pouvoir. Autoritaire, despote hargneux. Comme Duplessis. Subitement, Séraphin Poudrier faisait la preuve que le pouvoir et le mal allaient ensemble. Toi, tu travailles sans bon sens pour moi. Il y en a peut-être qui te de torchon, t'es pas un torchon, t'es une femme qui fait son travail dans la maison. Mais surtout, Séraphin laisse croupir dans la misère la plus jolie femme du village, la pauvre Donalda, qui a sacrifié son amour pour le bel Alexis. Lorsqu'elle a épousé Séraphin, c'était pour sauver la terre familiale, la maison familiale, garder au Père Laloge certaines assises qu'il n'aurait plus eues. Alors, à ce moment-là, elle a accepté et elle s'est résignée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle en était ravie tous les jours, mais elle l'avait accepté et pour elle, la vie continuait et c'était son destin. À partir des années 60, la disparition des belles histoires est sans cesse annoncée, puis reportée d'une année à l'autre suite au tollé de protestations. Est-ce que vous l'aimiez, votre personnage? Énormément. Ouais. Énormément. Je l'aimais d'abord parce que pour un comédien, c'est un très beau personnage. C'est un personnage riche en possibilités. C'est un personnage, en plus de ça, qui, ça c'est objectivement que j'en parle, mais subjectivement, c'est un personnage qui... disons, était détesté des gens, mais qui avait, disons, par ailleurs, une certaine cote d'amour. On le détestait, mais on s'y attachait. Et si aujourd'hui, il y a encore des gens, n'est-ce pas, qui m'arrêtent sur la rue, qui me disent comment se fait, on pense que c'était meilleur dans le temps. Je pense que les personnages dans le temps, quand ils étaient écrits par soit M. Grignon, Robert Choquette ou Mme Guèvremont, c'était des personnages qui étaient bien écrits, avec des tournures de phrases régionales, étudiées, prévues et respectables. Ah ouais, essaye-le, couche-toi dedans. Je te dis que t'en as des idées, toi. En mai 1970, Claude-Henri Grignon signe finalement le 495e épisode et la dernière page des belles histoires des pays d'en haut. En 14 ans, Séraphin aura connu les débuts de la technologie vidéo et de la couleur et marqué à jamais l'histoire de la télévision au Québec. Les belles histoires ont commencé à la télévision en 1956 et encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me rencontrent et qui tiennent absolument à me parler des belles histoires. Je vous avoue que presque 50 ans plus tard, j'en parle volontiers. Tout dépend de comment on m'approche peut-être, parce qu'à certains moments, je dis, bon, ben écoutez, là, j'en ai presque assez. Il fallait un porte-parole, il fallait une vedette. La vedette par excellence, c'était Olivier Guimond, bien sûr. Et l'aventure a commencé. Le dimanche 19 février 1961, à 7 h du soir, Télémétropole proclame l'ouverture de CFTM TV avec le slogan du 9 au 10. Du coup, Radio-Canada venait de perdre son monopole. Je me souviens aussi de cette télé qu'on présentait d'une façon tellement sérieuse. Ça se voulait très Molière, ça se voulait, c'est-à-dire très ballet, grand ballet et autres. Alors, ça a été l'ensemble de toutes ces années qui a fait, et peut-être fait germer dans la tête d'un type du nom de J.A. de Sèvres, que le public, c'est-à-dire la masse, avait besoin d'une autre forme de télé. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. De nombreux critiques ne tardent pas à déplorer le ton vulgaire et déplaisant du Canal 10. Pourtant, après seulement 5 mois d'existence, Télémétropole devient la station la plus regardée de Montréal. Tout le monde écoutait le Canal 10, enfin, le peuple écoutait le Canal 10.
parce qu'on nous montrait au Canal 10 les vedettes qu'on voulait voir. On nous montrait les gens qu'on allait voir dans des spectacles, etc. Et comme c'était des artistes vraiment populaires, alors les gens ont suivi. Radio-Canada était là tout seul, à côté de la télévision des Anglais et des Américains. C'était ça, notre télévision. Quand Télémétropole est arrivée, avec son allure beaucoup plus spontanée, naturelle, proche du monde, le contraste a fait ressortir l'allure intellectuelle, élitiste, guindée de Radio-Canada. Et pendant 20 ans, le monde va se séparer en deux, entre les adeptes du Canal 10 et ceux du Canal 2. Maintenant, tout le monde travaille ou à un poste ou à l'autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais dans le temps, la qualité venait de Radio-Canada et la facilité venait du Canal 10. Moins d'1 mois après son ouverture, Télémétropole tente une incursion dans l'univers du téléroman en mettant à l'antenne un feuilleton quotidien de 15 minutes. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Signé Pierre Dagenet, Ma femme et moi raconte les péripéties d'une famille moderne. Mais l'aventure tourne court. Ils ont essayé de la faire aux 2 jours, ils ont essayé de la faire la semaine, mais là c'était tellement difficile, c'est que personne n'avait vraiment l'expérience. C'était difficile pour eux de se plonger, parce que le téléroman, c'est pas une sinécure. Hein. Cré Basile est arrivé au début des années 60. C'était audacieux à l'époque de penser à ça. C'était les Honeymooners, des Jackie Gleason, mais des Honeymooners qui nous ressemblaient à nous, qui parlaient notre langage à nous. Radio-Canada domine toujours grâce à ses téléromans. Mais en septembre 1965, Télémétropole revient à la charge avec Cré Basile, la toute première comédie de situation de l'histoire de la télévision. En quelques semaines, Les mésaventures de Basile Lebrun, écrites par Marcel Gamache et réalisées par Pierre Sainte-Marie, raflent les meilleurs codes d'écoute. Il ne reste plus d'argent, après. Attends, je ne peux pas te prêter mon disque. Hein? Ah oui, le disque que je t'ai prêté? Non. Oui, ce que tu m'as donné. Basile, c'était un plombier, Basile. Donc, un journalier, comme ça, qui avait un patron, à qui il avait à rendre des comptes. Il y avait une femme, qui était Béatrice Picard. Il y avait son ami qui était Denis Drouin et sa femme, Colombe. Et qui était son ami, mais qui était toujours cassé, qui empruntait toujours un disque, puis de qui il abusait tout le temps. Mais fait de façon tellement fine qu'on n'en voulait jamais à Denis. C'était juste drôle. Et il rencontrait les problèmes de tous les jours. Il rencontrait les problèmes qu'on rencontre nous-mêmes aussi. Et là, on se reconnaissait. Et c'est ça qui était formidable. C'est que Robert L'Herbier a pensé à aller chercher des gens de talent. Il a pensé à aller chercher des gens de talent, comme Olivier. Il a pensé à aller chercher des gens de talent, comme Denis Drouin. Venir greffer Béatrice Picard, qui jouait la femme d'Olivier, Alice, dans Cré Basile. Amulette Garneau, qui aussi est une comédienne extraordinaire, c'est-à-dire qui jouait la femme de Denis Drouin. Donc, et ces personnes-là venaient former le noyau de cette aventure-là, à chaque semaine, il y avait quelque chose, c'est-à-dire qui se produisait. C'était toujours des choses loufoques. On sait qu'un comique, là, ça lui prend un bon faire-valoir, sinon il risque d'être moins comique. Un des meilleurs, d'après moi, faire-valoir qu'on avait à Montréal à l'époque était Denis Drouin. Il faisait faire à Olivier ce qu'il voulait. Je dois dire qu'une comédienne, enfin c'est ce que je pense, devrait être capable de jouer différents genres. Autant la comédie que le drame, autant un classique qu'un boulevard. Et c'est pour ça que j'ai toujours accepté qu'on joue du Gamache, et cela dit sans être péjoratif, parce que je trouve qu'il avait ce don de comédie de situation que de jouer du Germaine Guèvremont, par exemple. C'est important. C'était des genres complètement différents, sinon à l'opposé. Inspiré par la tradition du burlesque de scène, Cré Basile va donner le ton à de nombreuses autres comédies de situation qui marqueront la personnalité de Télémétropole. Marcel avait pensé à un personnage qui s'appelait Symphorien, qui était le cousin de Basile, qui avait 14 enfants. Bon, il venait une fois, c'était fini après. Mais il a connu un succès formidable tout de suite. Alors Marcel Gamache, quelques semaines plus tard, a dit qu'il faut ramener le personnage. Et quand Cré Basile s'est arrêté et que Olivier Guimond s'est dirigé vers Radio-Canada, Marcel Gamache a écrit une suite, c'est-à-dire l'émission qui s'appelait Symphorien. Une bonne comédie de situation.
c'est celle qui s'applique à la comédie humaine, mais qui, avec un auteur qui sait caricaturer. Et je pense que Marcel Gamache savait comment caricaturer. Et c'était sa façon à lui de le faire, et c'était vraiment sa façon à lui de pouvoir travailler et de pouvoir placer l'accent sur l'ensemble, c'est-à-dire du comique et des gens qui l'entouraient. De 1965 à 1970, Cré Basile est toujours demeuré numéro 1 dans les sondages. Malheureusement, il reste très peu d'images de la série. Quelqu'un de la haute direction a dit à un certain moment, parce qu'Olivier venait de signer avec Radio-Canada, je ne veux plus jamais voir aucune image de lui ici. Et ça a été effacé. Les mimiques d'Olivier Guimond et son fameux demeurent toutefois bel et bien gravés dans nos mémoires. Et c'était vraiment un personnage que les gens ont beaucoup aimé par sa simplicité, parce que veut pas, Olivier savait transmettre à l'intérieur, c'est-à-dire du personnage de Basile, toute sa simplicité, sa bonté, puis son côté candide qu'il a toujours véhiculé. J'étais un peu beaucoup gêné des fois parce que le Symphorien, parfois, avait plus de rire que Basile. L'écriture voulait que ce soit comme ça. Alors, une fois, timidement, j'ai dit à M. Guimond combien j'étais mal à l'aise. Il me dit, tu es fou. Demain, les gens m'ont dit, as-tu vu Cré Basile? C'était drôle. Ils diront pas, un a eu 15 rires, l'autre en a eu 14. C'est pas ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, c'était-tu drôle hier, l'affaire, hein? Et il avait raison. Il avait raison. Mais ça prend un grand bonhomme pour accepter ça. Nos classiques ont fondé un genre, un style, une vision du monde. Celle de notre télé, celle de notre société. Un contexte de vie, le nôtre, pas celui des Américains. Des histoires, les nôtres, pas celles des Américains ni des Français. Les personnages, nous. Mais surtout un profond désir de changement. Arrêtez de vouloir se grandir par la douleur. Arrêtez de vouloir gagner son ciel par le sacrifice. Comptez sur nous, nous faire confiance et oser nous regarder en face. Ça fait partie maintenant de notre histoire. Les Québécois adorent les téléromans. D'ailleurs, les comédiennes deviennent très populaires et les comédiens aussi. Effectivement, j'ai appris lors d'une exposition que j'étais la personne féminine à avoir fait le plus de téléromans. C'est un besoin que les gens ont de suivre des personnages comme ça pendant un certain temps. Plan 5, troisième. En 1981, la télésérie Les Ploufs, tirée du film réalisé par Gilles Carle, est l'événement de la saison à la télévision. 30 ans après leur création, les personnages de Roger Lemelin nous touchent toujours d'aussi près. Ça paraît que j'ai pas l'habitude. L'habitude d'embrasser. Voyez-vous, dans certaines choses de la vie, je suis d'une timidité extrême qui me paralyse. Vous parlez bien, Ovid. Je comprends pas que vous soyez un simple tailleur de cuir. Julia. J'ai un point dans le côté qui me dévore. Je suis bien malade, Séraphin. Bois de tisane en basse. Faut bien prendre soin de toi. Les Québécois prennent toujours autant de plaisir à détester Séraphin. Et la rediffusion en 1986 des Belles Histoires des Pays d'en haut, au rythme de 5 heures par semaine, obtient un sommet d'écoute à Radio-Canada. Tu manges un petit brin? Olivier Guimond et Denis Drouin. En février 1997, Basile est de retour à Télémétropole dans Cher Olivier, une mini-série réalisée par André Mélenchon avec Benoît Brière, dans le rôle de celui qu'on considère toujours comme notre plus grand comique. Qu'on le veuille ou non, qu'on ait ou non suivi leurs exploits au petit écran, la famille Plouffe, le Survenant et Angélina, Séraphin et Donalda, Basile Lebrun et sa femme Alice font partie de notre imaginaire. Ils constituent en quelque sorte le patrimoine génétique de tous nos téléromans. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.